Dans quelques jours, les élections américaines. Et effectivement, on peut le dire, aujourd'hui, ce sera un des événements les plus importants des 10 ou 20 ou 30 dernières années, parce que le choix, effectivement, entre Donald Trump et ce qu'il représente, et Kamala Harris et ce qu'elle représente, est un choix capital. Et je ne vais pas ressortir du cliché qui dit que ce qui se passe aux États-Unis se passera en Europe 10 ans après, qui est vraiment un cliché, mais en l'occurrence qui a sa part de vérité. Et pourquoi les esprits s'exacerbent à ce point, et on arrive à un point, allez, j'allais presque dire d'hystérie ou de délire, qui est quand même assez parlant. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. Sabine Paturel, non, c'est pas je ne fais rien que des bêtises, mais c'est vrai qu'en ce moment on entend, alors justement autour de cette élection, beaucoup de choses qui quand même nous interrogent, et surtout quand elles viennent de journalistes chevronnés, comme par exemple Anne Sinclair. Tout le monde se souvient de 7 sur 7, cette formidable émission, et tout ce qu'elle a fait un travail extraordinaire, Anne Sinclair, enfin un travail digne des grands journalistes. Et puis là, aujourd'hui, bon, ça fait quelques années que c'est terminé, 7 sur 7, et elle a fait des documentaires, elle a fait beaucoup d'autres choses, Anne Sinclair. Et là, elle tweet. Et elle tweet, alors c'est intéressant, sur un documentaire, et elle écrit ceci dans son tweet. Passionnant et terrifiant documentaire sur la Russie et Trump, à voir absolument en replay sur France TV à 15 jours de l'élection aux USA. C'est toujours Anne Sinclair qui écrit. Un film formidable qui démontre qu'en plus de tout ce qu'on sait de lui, Trump est depuis 40 ans le joujou de Poutine. Depuis 40 ans. Alors là, écoutez, on peut se frotter la tête un peu et se demander, depuis 40 ans, nous sommes en 2024, donc Trump est depuis 1984 le joujou de Poutine. Je rappelle que dans les années 80 et jusqu'en 2015, Trump était un promoteur immobilier qui ne faisait absolument pas de politique, qui côtoyait les hommes politiques. Il avait une émission de télévision, c'était le chouchou mondain, le grand mania de l'immobilier, effectivement construisant des tours à Manhattan et un peu partout, les Trump Towers, les Trump Hotels, etc., et ne pensant absolument pas à la politique. Et je rappelle aussi qu'en 1984, Poutine était encore au KGB et que ce n'est qu'en 1990 et encore qu'il a commencé à émerger, mais 88-89, au moment de l'effondrement de l'URSS. Et on a commencé à parler de lui. Avant ça, c'était un ministre inconnu sur la scène internationale. Mais on dit qu'il était déjà le chouchou et le joujou de Poutine. C'est quand même intéressant de voir comment l'information ou la désinformation ou la diffamation ou le fake news peuvent s'étaler dans les esprits les plus solides. Voilà. En 84, Trump était déjà acheté par Poutine, ou du moins sous l'emprise de Poutine, du gourou Poutine. Les Jeux Olympiques de Paris, tout le monde, tous ceux qui avaient peur que ça se passe pas bien, tous ceux qui étaient grincheux, etc., sont obligés de le reconnaître. Ça a été une très grande réussite, effectivement. La cérémonie d'ouverture a été l'objet de polémiques sans nom. On peut effectivement, d'ailleurs, aimer ou ne pas aimer. Mais il y a eu, en tout cas, ça a été pendant 15 jours une réussite, on peut le dire, incontestée. Simplement, elle a coûté cher, cette réussite. Alors c'est là où, effectivement, la polémique peut se donner. Voilà. Rien que la cérémonie d'ouverture, encore une fois, où certains ont vu des rituels sataniques, d'autres du sacrilège, d'autres, au contraire, des choses magnifiques. Moi, je crois qu'il y avait les deux. Il y avait des choses formidables, des choses peut-être de moins bon goût, mais en tout cas, bon, ça existait. Et rien que la cérémonie d'ouverture a coûté 100 millions d'euros.
sans compter les dépenses de sécurité qui, elles, pourraient faire gonfler la facture totale au-delà de 120 millions d'euros. Voilà, c'est les informations déjà révélées par le Canard enchaîné, mais là, c'est un rapport effectivement officiel consacré à l'effort financier pour les JO. Je rappelle que la cérémonie d'ouverture de Londres en 2012 n'avait coûté que 30 millions d'euros. Après, il y a tous les financements publics pour l'organisation des Jeux dans leur ensemble, avec une facture globale qui atteint désormais au moins 2,8 milliards d'euros, c'est-à-dire près de 3 milliards d'euros. Un bond quand même impressionnant par rapport aux premières prévisions. Je rappelle que les premières prévisions, d'abord on disait oh, ça va coûter 1,47 milliard. Et puis on a dit 2,4 milliards, et oui d'abord. Qu'importe, vous savez, quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Et puis voilà, on est à près de 3 milliards d'euros. Alors, c'est un peu quand même, on peut se poser des questions. Vous vous rappelez les prévisions de déficit? D'abord, c'était 4%, puis 5%, puis demain, c'est 6% ou 7%, voilà. Et combien a touché le comité d'organisation des Jeux Olympiques? Eh bien, 204 millions d'euros de financement public, plus des rallonges successives pour préserver l'ambition des Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors, encore une fois, on peut dire, et qu'importe l'argent pourvu qu'on ait l'ivresse, l'argent, encore une fois, c'est l'argent public, il faut quand même le rappeler, mais surtout, pourquoi on ne dit pas vraiment ce qu'il en est? Pourquoi on lance comme ça une espèce de pièce, on va voir de quel côté, pile ou face, elle va retomber? Pourquoi on n'avait aucune idée? Nous avions reçu ici un certain nombre de journalistes qui avaient enquêté sur les Jeux Olympiques. Ils disaient, mais on n'avait aucune idée. Voilà, on lançait, on va faire ça, on va faire telle piscine, je ne parlerai pas du 1 million 400 000 euros dépensés pour dépolluer la Seine. Et on voit aujourd'hui, tout le monde nage dans la Seine, on a bien vu ça. 1 million, quand même, 400 000 euros. Et la piscine qui devait ouvrir, qui n'a jamais ouvert parce qu'elle n'était pas aux normes, etc., etc., etc. Simplement, on a quand même envie, et très bien, ça s'est passé, etc., mais on a envie de savoir pourquoi après, il faut chercher des impôts. Il faut relancer les taxes, retaxer. C'est ça, on lance des choses, on fait des choses. Mais dites-moi, quand vous faites votre budget, vous calculez ce que vous pouvez dépenser par rapport à ce que vous recevez. Enfin, des choses de base, des choses vraiment de base, de ras des pâquerettes. Eh ben là, non. Allez, qu'importe. Attention, ça me fait plaisir. Car tel est mon bon plaisir, et encore une fois, la phrase immortelle de François Hollande qui rythme le char de l'État depuis, 40 ans, c'est pas cher, c'est l'État qui paye. Ne l'oublions jamais. Et voilà, encore un épisode magnifique de ces Jeux Olympiques qui ont été magnifiques. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il est venu le temps des cathédrales. Le temps des cathédrales, effectivement, il est revenu. Notre-Dame de Paris, magnifique opéra. Et une initiative de la ministre de la Culture, Rachida Dati. Écoutez, d'abord, je suis content pour réentendre Rachida Dati, parce que franchement, ministre de la Culture, oui, mais on ne voyait pas grand-chose. Et à part d'être occupé à reprendre les rênes de Paris en 2026... voilà, et de bouter Anne Hidalgo de l'hôtel de ville, on l'entendait pas beaucoup. Eh bien là, elle a une initiative, elle veut faire payer 5 € l'entrée Notre-Dame. Alors ça divise tout le monde, etc. Elle dit, voilà, elle propose dans les colonnes du Figaro, en disant, voilà, 5 € seulement par visiteur, qui permettrait de récolter 75 millions d'euros par an, une somme allouée pour rénover les églises de Paris et de France. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit partout en Europe, l'accès aux édifices religieux les plus remarquables est payant. J'ai proposé à l'archevêque de Paris une idée simple, mettre en place un tarif symbolique pour toutes les visites touristiques de Notre-Dame et consacrer totalement cet argent à un grand plan de sauvegarde du patrimoine religieux. Écoutez, franchement, alors il y a des gens qui disent mais comment, mais l'église, mais c'est sacro-saint, c'est pas possible de faire payer les gens, etc.
Attendez, à partir du moment où on sait ce qui se passe, et je ne parle pas des incendies des églises, je ne parle pas des attentats, je ne parle pas de ce qui se passe et qui est absolument terrifiant sur un certain nombre d'églises et de petites églises en France. Eh bien, à partir du moment où, et c'est dit, le prix d'entrée ne concerne pas les fidèles qui viennent pour prier, mais surtout les touristes, et Dieu sait s'ils sont nombreux les touristes, mais ça me paraît pas une mauvaise idée. Alors on dit non, c'est un sacrilège. Non, c'est pas un sacrilège. Les visiteurs hors de l'Union européenne, peut-être, pourrait payer davantage. Est-il par exemple normal, dit Rachida Dati encore, qu'un visiteur français paye son entrée au Louvre le même prix qu'un visiteur brésilien ou chinois? Les Français n'ont pas vocation à payer tout seul. Écoutez, moi, ça me paraît... Je n'adhère pas du tout et je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que non, c'est pas possible, comment, c'est honteux. Non. Pourquoi c'est honteux? Pourquoi c'est honteux? On va bien à un certain... Quand vous êtes touriste et que vous n'êtes pas du tout concerné par la prière, que vous n'êtes pas concerné par la foi, eh bien, il est tout à fait normal que, surtout dans l'état des églises de France et des lieux de culte et des calvaires, eh bien, que l'on paye. Ça me paraît très, très important si on veut sauver le patrimoine. Donc, écoutez, bravo, oui, à Rachida Dati. Et je voudrais simplement